bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Elles agissent. Aujourd'hui, je reçois Gila Clara Kessous, qui est une artiste de l'UNESCO pour la paix. Elle est aussi coach de dirigeants d'entreprise. Elle est universitaire, actrice et metteuse en scène. Elle est également l'auteure du livre Le grand livre de la psychologie positive, édité aux éditions Erol. Gila nous partage sa vision de la vie comme une vie toujours en action, toujours en mouvement. Cet épisode, je vous l'ai dit, est un épisode pépite, une vraie leçon autour de l'action, qu'elle définit autour de toutes ses compétences, que ce soit en psychologie positive, en coaching, en tant qu'actrice, en tant que femme engagée. Et c'est en cela qu'il est vraiment très précieux. Dans cet épisode, on parle aussi évidemment de son parcours. Elle nous dévoile les techniques théâtrales qu'elle déploie, basées sur une réappropriation de son corps autour de jeux de rôle et de l'acceptation de la mise en scène de soi, que ce soit pour des publics totalement différents, vous le verrez. On aborde aussi les sujets de coaching auprès de grands dirigeants et le rôle qu'elle a d'artiste de l'UNESCO pour la paix. Je vous invite pleinement à écouter cet épisode avec un papier, un crayon, d'y noter les phrases fortes, référentes qui pourront résonner en vous. Et surtout, je vous propose vraiment d'apprécier cet épisode comme elle nous le conseille pour le vivre pleinement, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Gila, Bonjour Émilie. je suis ravie de t'avoir enfin au micro d'Elles agissent après quelques péripéties pour les enregistrements. C'est un plaisir partagé. Bon, je suis très contente, d'autant plus que tu es la femme qui a inspiré une de mes invitées, Sophie Yannikopoulos. Et je me demandais justement qu'est-ce que ça peut faire d'être citée par une femme comme elle, qui est déjà très inspirante et qui a bien précisé qu'elle était très peu inspirée par des femmes comme elle l'est par toi. Qu'est-ce que ça te fait comme écho? C'est un écho très positif, ça fait très plaisir et je la salue en la remerciant bien. C'est vrai qu'on est toujours un peu étonné et je pense que c'est quelque chose aussi d'assez féminin de pouvoir être un rôle modèle quelconque. Donc quand on a la chance de pouvoir être cité dans la bouche d'une personne qui elle-même est tellement inspirante dans sa façon d'être et puis dans sa capacité à pouvoir manager, c'est très flatteur, donc je le remercie encore. Est-ce que tu peux te présenter, de la manière dont tu souhaites? Parce que tu, travailles sur tellement de sujets, on va voir sur lesquels, tu te présentes à la fois, professionnellement et personnellement. Et qui es-tu? Je m'appelle Gila Clara Kessous, je suis artiste de l'UNESCO pour la paix et je suis coach exécutive en entreprise. Et personnellement, est-ce que tu as des petites choses à nous dire? Et Ou ça reste perso? personnellement, ouais, ça reste perso. Je suis une maman heureuse de 2 petits et je suis comblée de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus précisément justement les 2 rôles que tu viens de d'énoncer et qu'on comprenne aussi comment les 2 s'imbriquent dans ta vie? Comment tu t'organises aussi autour de ces 2 rôles? Mon fil rouge, c'est vraiment le théâtre. Être artiste de Oui. l'UNESCO pour la paix, ça suppose d'avoir un art au service des valeurs humanistes de l'UNESCO. Moi, mon art, c'est le théâtre. Et c'est vrai qu'avec le rapport à l'humanitaire que je fais au travers de l'art-thérapie, j'utilise le théâtre pour aider des personnes à s'exprimer, des personnes qui ont été victimes de syndrome post-traumatique à la suite de violences, à la suite de guerres ou de génocides. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur comment le théâtre pouvait guérir grâce à un art de la catharsis, donc un art de l'expression post-traumatique. J'ai pu travailler dans des endroits comme le Bangladesh avec la population Rohingya ou alors au Congo aux côtés du docteur Mukwege, ce très célèbre
prix Nobel de la paix qui répare les femmes. Et donc le théâtre va être pour moi une façon de pouvoir explorer l'art de la communication, un art de la communication qui guérit d'un côté, avec les missions humanitaires que je vais faire. Et cela va être à partir des mêmes techniques que je vais développer les coachings que je propose, tant au niveau individuel qu'au niveau de formation de groupe. Et c'est vrai que l'art théâtral, tant par la prise de parole en public que dans l'art de la décision et de la stratégie, c'est quelque chose qui va aider par les jeux de rôle à pouvoir répéter la réalité. Et c'est vrai que les différents coachés que je peux avoir, tant dans le monde exécutif, au niveau secteur privé ou secteur public, ils apprécient beaucoup cet art, je dirais, d'être dans la coulisse pour répéter la réalité. Oui, oui, tout à fait et tu dis, je souligne que tu, peux utiliser les mêmes techniques? C'est très intéressant de voir comment tout part du corps. Quand on a un corps en souffrance Mmh. qui a vécu, on va dire, l'horreur, en particulier des souffrances terribles post-traumatiques, il va y avoir une reconnexion au corps qui va être nécessaire pour permettre Mmh. l'expression. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille avec des dirigeants ou des dirigeantes, on se rend compte que sans vouloir faire, bien sûr, une comparaison au niveau de la souffrance, c'est pas le but, mais qu'il existe aussi, parce qu'il y a eu un rapport à l'intellect extrêmement développé, en fait un oubli de la connexion au corps, au point quelquefois d'être dans une déconnexion profonde entre ce que raconte l'intellect, hein, ce que dit la tête, et le rapport cœur et corps. Donc avant tout, effectivement, ce sont des exercices qui vont permettre une reconnexion pour un meilleur alignement et une congruence, comme on l'appelle, entre le tête, cœur et corps. Est-ce que tu travailles avec une technique, une méthode qui t'est propre? Par rapport Oui, à ton expérience, par rapport à tes savoirs, j'imagine? il y a tout un travail déjà, je dirais, de réconciliation avec l'élément corps. Il y a beaucoup de travail à la caméra, beaucoup de travail, dans le fait de pouvoir accepter son image. Moi, j'ai déjà beaucoup de dirigeants, dirigeantes qui me disent: «Mais je supporte pas de voir ma tête comme ça», lorsque je leur demande de travailler à la vidéo. Et qui me disent: «Mais moi, ma tête, vraiment, elle est horrible, je supporte pas de voir ma tête». Donc je leur dis toujours: «Mais vous montrez votre tête tout le temps à tout le monde, alors partagez la douleur de ce que vous faites subir aux autres, puisque vous supportez pas votre tête, essayez de vous voir et de vous voir avec bienveillance». Et c'est vrai qu'il y a tout un travail du fait de s'habituer, non pas à développer quelque chose qui serait narcissique, mais déjà de prendre en considération de comment j'apparais dans l'œil de l'autre et comment je peux être interprétée dans l'œil de l'autre. À partir de là, il y a tout un travail de conscience que la prise de parole, en public par exemple, va non pas seulement toucher une notion d'efficacité en entreprise, mais d'authenticité. Et c'est vraiment là le challenge, c'est-à-dire se reconnecter à soi au point de pouvoir oser être authentique et quelquefois vulnérable aussi vis-à-vis de son public. Aujourd'hui, en termes managérial, on peut plus se permettre de pouvoir être descendant, de donner des ordres, d'avoir un rapport pyramidal avec les collaborateurs. Il y a tout un travail d'horizontalité nécessaire parce que, et c'est une des choses que je dis très souvent à mes coachés, il ne faut jamais présupposer de la santé mentale des personnes que vous avez face à vous dans un contexte professionnel. Aujourd'hui, sans le savoir, on peut déclencher par un mot, par une attitude, par quelquefois une inflexion, une tonalité de voix, quelque chose qui va résonner chez l'autre, qui peut vraiment toucher à une vraie détérioration de l'estime de soi. Et eh bien, on va dire que l'étiquette de harcèlement peut très très vite tomber. Et c'est pour une préservation de soi, une préservation des bonnes relations, que ce travail que l'on fait, à la fois vis-à-vis du corps, du cœur et de la tête, qui est nécessaire. Et cette notion-là que tu soulignes, l'impact parfois des mots, même d'un mot, certains dirigeants ne l'ont pas du coup en tête et n'ont pas encore conscience de ça. Enfin, pas encore, c'est pas une notion parce qu'on en parle beaucoup et cetera, mais c'est vrai que c'est quelque chose, sur lequel ils doivent aussi travailler souvent? Profondément, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout conscience, que ça puisse être, quelque chose, qui est important. Au contraire, on va dire que tout ce qui va être communication, c'est, un dévoiement, une certaine façon
de chercher l'enrobage et ils ne comprennent pas véritablement en quoi est-ce que ça c'est même en lien avec le travail. Alors qu'en fait, Mmh. c'est, fondamental. On a fait des études, Ouais, on ouais. s'est rendu compte que même plus qu'un bonus en termes financiers, bah, une parole de gratitude, une parole de reconnaissance compte profondément. Et justement, Mmh. comme, ton podcast s'appelle «Elles agissent», cette action, elle a à voir justement avec, une parole-action qui va venir justement, réconcilier, on va dire, ce rapport au sens du travail. Parce que la motivation, elle vient justement du sens que l'on va mettre, mais la qu'on va d'abord mettre en mots en termes de motivation. On vient souvent à moi Mmh. avec une volonté de, comment mobiliser, comment essayer de créer une adhésion, comment créer du followership qui est absolument nécessaire Ouais, au ouais. leadership. Et ça ne vient que par un travail au niveau de la parole. Alors, à peu près combien de temps tu as en consultation? C'est 1 séance? C'est plusieurs séances? Comment ça s'organise, en fait? Les séances de coaching généralement, sont réparties minimum de 6 et maximum OK. 10. Quelquefois, j'ai des coachés que, je suis pendant plusieurs années, mais ça suppose un vrai travail managérial profond. J'ai des personnes, par exemple, qui se définissent en tant qu'experts ou expertes et qui n'ont aucune idée de ce que sont les règles managériales. Et il faut savoir qu'ils ont été embauchés pour ce qu'ils savent faire et pas du tout pour justement travailler à, une certaine cohésion de groupe. Et Ouais, c'est 2 choses différentes, hein. Ouais. autant quand on est seul, on va plus vite, ensemble, on va Mmh. plus loin, mais plus lentement. Donc il y a tout un travail de patience, un travail didactique, un travail pédagogique qu'il faut faire pour vérifier que ça suit. Et ça, pour certains qui vont très vite, hein, en termes, d'élite, j'ai la chance de travailler avec des personnes qui sont quelquefois même trop intelligentes. C'est-à-dire qu'elles ont même plus la patience quand elles commencent à prendre la parole d'essayer de rétropédaler pour expliquer aux personnes qui ne vont pas aussi vite qu'elles, pourquoi on fait ce genre de projet. Elles sont déjà à la conclusion. Ça arrive des fois que les personnes bégayent, tellement qu'il y a un bug entre le cerveau qui Ouais. projette déjà la conclusion et l'appareil phonatoire qui lui, va pas aussi vite. Donc l'esprit est vif, mais a beaucoup de mal à comprendre. Moi, on me le dit souvent, pourquoi je dois faire du babysitting managérial. Pourquoi je dois vérifier qu'un tel, au niveau de l'ego, est en Ouais. copie de telle réunion? Pourquoi je dois vérifier? Et c'est terrible. C'est terrible de leur expliquer que, maintenant qu'ils ont ce poste-là, qu'ils sont en charge, de manager, c'est-à-dire de gérer les relations humaines. To manage, c'est gérer les relations humaines. Il y a tout un travail nécessaire de cohésion d'équipe et de travail, Mmh. sur l'humain, qui est intangible, qui demande beaucoup de patience et qui demande une vraie intelligence émotionnelle. Dans les résultats que tu as obtenus ou les retours que l'on te fait, qu'est-ce qui est peut-être t'a plus surpris ou qu'est-ce qui, ou quelque chose peut-être auquel tu ne t'attendais pas, en termes de retour? Un retour auquel je me suis pas vraiment attendue, c'est lorsque les personnes, disent, que ça a pu changer leur vie et ça arrive assez souvent et vraiment je le dis, non pas par rapport à moi, mais par rapport aux techniques que je porte. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sont très sceptiques lorsqu'on leur dit: «Bon, on va faire des jeux de rôle, on va répéter des moments, des situations, professionnelles qui sont des blocages. On va essayer de travailler des stratégies de contournement, des comportements d'obstruction. Comment gérer la passivité, comment gérer l'agressivité, comment gérer la manipulation». Beaucoup de gens sont très sceptiques et puis on leur donne un protocole et ils l'appliquent et là, ils se rendent compte que non seulement ça marche, mais qu'en plus ils sont préservés et arriver à avoir des gens qui me disent, «Mais en fait ça a changé ma vie». C'est quelque chose pour moi qui est très gratifiant et en même temps, j'ose pas trop l'écouter pour ne pas, j'allais dire, être dans une joie, trop profonde parce qu'il faut vraiment que je Bien puisse sûr. ensuite me remettre, au Mmh. travail et que je puisse essayer de pouvoir, aider du monde. Mais c'est vrai pour moi, j'ai peu de temps pour apprécier. Si j'avais quelque chose à me recommander, ça serait ça, de prendre ce temps d'accepter d'entendre des choses positive vis-à-vis de ce que je peux apporter en termes de coaching
et puis l'apprécier et puis continuer mon chemin de façon un peu plus apaisée. J'ai toujours cette idée que, voilà, le temps que je passe à apprécier, ben, c'est du temps que je ne donne pas à des personnes, qui pourraient Mmh. bénéficier, que ce soit au niveau humanitaire ou au niveau entreprise. Donc c'est Tu es vrai que toujours, pour le coup, tu es toujours dans l'action, toi? Tu as toujours envie de d'agir, quoi? ah, C'est non-stop, peut-être? Ouais. l'action pour moi est fantastique et voilà, j'ai eu bon, j'ai eu dans ma vie, peut-être là aussi en tant que femme, beaucoup de scrupules à me dire que quel bonheur de pouvoir faire ce que je fais et voilà, le scrupule de se dire: «Mais en fait, je suis heureuse dans mon travail, je pourrais pas vivre sans mon travail». C'est incroyable de voir le potentiel de joie que je découvre dans le cadre de ce travail. Il y a bien entendu des parties qui sont très répétitives, mais avec un travail d'adaptation chaque jour qui est assez, incroyable selon les situations, selon les personnalités, selon, les, la temporalité aussi, qui est merveilleux. Ouais. C'est extrêmement, influencé par, ce qui se passe dans le monde, avec des problématiques qui vont être, très en phase avec, pas seulement l'actualité et la culture de l'entreprise dans laquelle j'interviens, mais aussi vis-à-vis de l'actualité politique, géographique, écologique. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant de sonder comme ça et d'avoir tout d'un coup une possibilité d'échantillon de l'humanité qui va poser la question de: «Mais comment je peux réussir à être mieux en lien avec l'autre?» Et ça, pour moi, c'est vraiment des découvertes à chaque fois, des trésors d'humanité qui me permet d'avoir beaucoup d'espoir encore sur, sur le futur du monde. Oui, c'est très c'est très fort ce que tu dis, mais c'est vrai que, c'est toutes ces petites reconnaissances, ces petites gouttes dans l'océan qui à la fin, peuvent peut-être impacter, ce monde, finalement. Oui, j'en suis persuadée parce que je pense que les gens, en apprenant déjà à mieux se préserver, c'est-à-dire, moi, je sais qu'on m'a déjà dit, mais voilà, face à l'agressivité, j'ai l'impression que je perds des briques de vie. Tu sais, comme dans, les jeux électroniques, les jeux, tout d'un coup, on se rend compte qu'on perd, des cartouches d'énergie. On se dit: «Mais en fait, voilà, je sais que j'arriverai plus à la récupérer», en permettant, en donnant aux gens cette capacité de mieux gérer leur énergie, d'expliquer à l'autre qu'on n'est pas dans la dépendance, on n'est pas dans l'indépendance, on est dans l'interdépendance. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé de se détester, mais on va devoir travailler ensemble. À partir de là, les rapports deviennent extrêmement sains Mmh. et aussi dépassionnés. Et ça, je trouve que c'est absolument salvateur, parce qu'on ne peut pas continuer à pouvoir tout le temps appuyer sur, j'allais dire, la pédale d'accélérateur du cœur. Sinon, bien sûr que à force, on brûle ses cartouches et on tombe dans le burn-out, bien entendu. Le burn-out, ça n'a rien de out. Le burn-out, c'est du Mmh. burn-in. C'est vrai que ça, c'est Ouais. quelque chose de très important. Savoir se préserver, je dirais que, allez, c'est peut-être la raison, la première, même si les gens ne Mmh, comment dirais-je? Ne l'appelle pas comme ça, mais c'est la raison la première d'un coaching. Et toi, d'ailleurs, ça peut être intéressant de savoir comment toi tu te préserves justement de à la fois l'agressivité de ce monde, à la fois les difficultés, qu'on rencontre, voilà, au quotidien, dans nos vies. Heu, l peut-être est-ce que tu as des outils que tu mets en place ou que tu as appris? Alors déjà, on en a un petit peu évoqué tout à l'heure en disant que, il fallait, aussi arriver à prendre du recul et apprécier ce qu'on est en train de faire, et cetera. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être? En fait, on se Mmh. soigne par rapport à ce qu'on fait. Encore une fois, moi, le coaching me permet, tout comme lorsque je suis sur scène, de pouvoir avoir un moment où enfin je suspends toute anxiété possible, tout perroquet négatif possible, hein, avec, cette espèce de façon d'être tout le temps dans l'autocritique, dans la peur, dans la quête. Tu vois? Tu as dit que j'étais vraiment dans l'action, c'est vrai. Mais quand je suis avec un coaché, quand je suis avec des participants à une formation, quand je suis en conférence, c'est voilà, c'est des moments suspendus. Enfin, je suis complètement décentrée vis-à-vis de moi. Je suis dans un acte de don à l'autre qui est incroyable. Mmh. Incroyable à vivre et on a chacun notre, capacité de flow. Vous connaissez, hein, cette expression de Michael Csikszentmihalyi, ce flow où en fait on fait une activité, on est tellement, tellement, plongé dans cette activité qu'on voit pas le temps passer
Mais moi, j'ai la chance d'avoir développé cette activité et d'en vivre. C'est vrai que pour moi, le coaching, le théâtre, le rapport de soin à l'autre par le théâtre aussi en termes de coaching humanitaire, je dirais, ça me procure ça. C'est-à-dire des moments, en fait, où c'est des moments où je me recharge. Mmh. C'est pas forcément des moments qui sont faciles parce que c'est vrai que, bah, il y a des moments où je dois gérer des situations où les personnes, je sens qu'il y a de la souffrance et je vais proposer des outils professionnels. Quand il y a trop de souffrance psychologique, je m'arrête. Je suis pas outillée pour. Donc là, je vais dire, bah, il y a souffrance. Je vous conseille vivement de pouvoir consulter parce que moi, mes outils ne sont que professionnels. Et Mmh. il y a des fois où, voilà, les situations sont compliquées, mais la capacité d'improvisation, la volonté de mise à disponibilité, mise au service de l'autre, sont là pour vraiment montrer que, voilà, l'autre, il est dans une, situation dans un espace confidentiel, dans une situation de confiance et de confidentialité, absolue. Et Ouais. c'est vrai que c'est extrêmement agréable, extrêmement agréable. Ce qui fait que les gens, comme ils sentent que moi je me sens mais extrêmement bien, bah, du coup, ben, eux, Oui, ils ça sentent que rayonne, hein, c'est ben, sûr. c'est Ouais, clair. ouais, Et bien c'est sûr. des moments comme ça, des moments de grâce. Rien que d'expliquer, Mmh. ça a l'air bête, hein, mais je propose non seulement à toi de l'expérimenter, mais aux personnes qui nous écoutent, de vous dire que là, maintenant, quand vous avez tourné, sur le bouton, on de ce podcast, vous êtes en train de vivre au niveau espace et temps, un moment qui est un moment intime, personnel, qui ne peut pas se répéter dans l'humanité. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de faire pause et puis ensuite revenir à ce qu'on a entendu. Vous pouvez réécouter les mots, mais le temps ne sera pas le même puisque en termes de temporalité, toutes les secondes passent. Avoir cette conscience de moment unique qu'on est en train de vivre lorsque l'on est dans cette espèce de volonté de rencontre de l'autre, c'est juste incroyable. Moi, généralement, c'est des choses qui sont des révélations profondes, qui peuvent, je sais pas, faire pleurer de bonheur. Enfin, vous allez me dire, je suis complètement en extase vis-à-vis de ça, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a un rapport à l'autre qui est fort. Qui est fort Ouais. lorsqu'on travaille sur justement l'intelligence émotionnelle, essayer d'enlever ses biais, essayer d'être à la découverte avec vraiment toute la volonté de non-jugement qu'on peut avoir. C'est, je trouve que c'est, je trouve que c'est très fort. Oui, ça l'est et puis c'est vrai que c'est important de souligner que ces petits moments de vie, peuvent impacter justement sur notre, façon d'écouter l'autre, véritablement. Est-ce qu'on est vraiment en train de bien l'écouter? Est-ce qu'on est vraiment en train d'apprécier ce moment et cetera et cetera? C'est vraiment Mhm. important, ouais, ce que tu as souligné. Ouais. Au niveau exécutif, tu vois, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le phénomène de happy listening. Je ne sais pas si tu le connais. Le phénomène de happy listening, c'est quand en fait on entend quelque chose que l'autre ne dit pas. C'est-à-dire qu'on a tellement anticipé la réponse, on a tellement été persuadé que la personne va nous dire ce qu'elle ne nous a pas dit, que on va partir de certains a priori. Et c'est quelque chose, par exemple, qui met à mal tout type de négociation. J'ai déjà vu des négociations où la personne venait avec un chiffre alors que l'autre ne l'avait pas dit. Et là, vous êtes sûr que Ouais. c'est un désastre. Le Mmh. phénomène d'happy listening, il arrive très souvent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont bien entendu pas le temps de se mettre au diapason, de ne pas avoir d'attente, de ne pas anticiper la réponse lorsqu'une personne parle. Et c'est vrai que on écoute plus les personnes pour répondre que pour comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Écouter pour comprendre plus que pour répondre. Et là, je voulais revenir aussi sur le théâtre dans ta vie en tant que comédienne. Est-ce que tu as encore le temps de donner cette place au théâtre, de jouer? Parce que tu l'utilises maintenant, de différentes manières, mais toi, tu en es où par rapport à ça? Alors, j'en suis où? Eh ben, la dernière pièce que j'ai montée et que j'ai jouée, c'était en décembre dernier. Ça va faire un an. Une pièce de Amanda Sterz Ouais. avec Raphaël Mizrahi et qui a été jouée aux Franciscaines à Deauville. Donc, c'était vraiment très sympathique. Et ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je fais beaucoup de lecture et de lecture théâtrale, de livres. J'ai enregistré Et oui. près d'une cinquantaine de livres audio. Et Ah c'est oui. une discipline que je m'impose, c'est très important. Déjà parce que les livres que je transmets sont des livres importants. Le docteur Mukwege m'a demandé d'enregistrer son livre La force des femmes. Malala Yousafzai aussi, la jeune femme qui a été poursuivie par les talibans.
et qui s'est battu Mmh. pour l'éducation des petites filles, m'a demandé d'enregistrer ses livres. Il y a des livres aussi pour enfants que je fais sur la psychologie positive. Donc il y a comme ça, vraiment un très grand nombre de livres que je fais et là aussi, c'est des choses qui demandent une vraie concentration, un travail sur la fréquence de la voix et en fait, de ne plus avoir cet ego-là qui fait que je ne suis que transmetteur et ça, c'est un énorme Oui. travail pour moi. C'est-à-dire je me Mmh mh. tais. Je me tais, j'ouvre la bouche, je fais entendre une autre voix que la mienne. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui, pour moi, est en lien avec ma façon de voir le théâtre. Parce qu'on pense toujours que le théâtre, c'est un ego qui doit justement se briller sur scène, alors que pour moi, le Mmh. théâtre, justement, c'est être dans l'ombre, c'est d'ouvrir la bouche et de faire entendre une autre voix que la sienne. C'est comme ça que, bah, sur scène, je peux défendre la voix des personnes qui sont sans voix, des personnes qui méritent qu'on entende leur témoignage. C'est comme ça que, bah, dans les entreprises, je peux justement être dans l'ombre et aider les personnes qui, elles, doivent être en lumière pour faire caisse de résonance. Peut-être que ce serait une bonne définition. Et c'est Ouais, tout à comme fait. ça que je comprends aussi l'importance des livres audio. Est-ce que tu peux nous, alors on parle de l'action, on parle de ton action. Est-ce que tu peux nous définir, ce que signifie agir pour toi? Pour moi, l'action, ça signifie, hem, une prise de décision avec finalité. C'est-à-dire que une prise de décision qui resterait intellectuelle n'aurait absolument aucune efficacité. Et pour moi, l'action, c'est l'efficacité de la finalité d'une prise de décision. Ça suppose du Mmh. courage, ça suppose la détermination, ça suppose, Mmh mh. l'acceptation de se tromper et ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Mmh mh. Mais ça suppose de faire avancer les choses. Et c'est vrai que pour moi, l'action, c'est ça. C'est d'accepter qu'au travers soi, il y a une force qui va et de la laisser s'exprimer. Et donc, est-ce qu'il y a des domaines où tu aimerais voir plus d'action encore, qui te tiennent à cœur, autres que ceux qu'on a abordés, pendant l'épisode? Bien sûr, dans le domaine politique, c'est quelque chose de très important. Et moi qui travaille aussi beaucoup pour des ambassadeurs, pour des ministres, dans le domaine public, j'ai travaillé beaucoup pour l'INSP, l'ancien ENA. Euh, Il y a un énorme travail en fait où les prises de décision n'ont pas justement de possibilité de finalité parce que elles sont muselées par l'appareil administratif. C'est-à-dire que il y a une telle dissociation entre la prise de décision et les personnes qui vont accomplir la finalité qu'en fait les différents étages perdent la substance même de l'action. Et quelquefois, en fait, l'action se perd parce que la prise de décision n'est pas en lien du tout avec les personnes qui vont agir. Hem, j'ai eu la chance pour justement avoir été, à l'initiative de pas mal de coaching, au niveau d'ambassadrice, de pouvoir faire signer un accord de diplomatie féministe qui s'appelle les accords de Sarah et Hadjar. Ce sont des accords équivalents en fait, aux accords d'Abraham, que j'ai proposé à des femmes, de pouvoir signer, des femmes de plusieurs gouvernements. Et c'est vrai que du coup, moi qui suis, ben, voilà, de la société civile, qui n'ai aucune, volonté politique, je me suis dit: «C'est quand même dommage que ces femmes que je connais, qui chacune essayent de se battre dans leur coin pour un rapport, heu, de l'égalité, ne puissent pas se connaître». C'était simplement pouvoir mettre ensemble des femmes capables de prendre des décisions et leur proposer, en fait, de faire l'action. Et c'est vrai que dans le domaine politique, généralement, il y a une trop grande dissociation et pour le traité, les accords que j'ai proposés, ça a été, moi, ce que j'appelle, heu, une initiative d'entrepreneuriat diplomatique. Ouais, c'est joli, en tout cas comme intitulé et c'est vrai que l'action, elle passe aussi, oui, comme tu dis, par, parfois mettre en relation et parfois, pousser, vers la possibilité enfin, voilà, se dire que c'est possible et je pense aussi, hem, que parfois il faut pas attendre d'avoir un statut ou d'avoir, un rôle particulier pour agir aussi. C'est, vraiment en étant, dans son propre rôle que l'action est possible.
Enfin, je pense. Je pense qu'il y a un gros travail de connaissance de soi qui doit permettre Mmh. justement de savoir quelle est ma sphère. Et quand je dis sphère d'influence, on va penser manipulation, alors qu'une sphère d'influence, c'est simplement essayer de délimiter sa capacité d'action. Un petit peu comme chacune des cellules avec un noyau et puis une capacité autour, hein, euh, de zone Mmh. gluante, hein, du blanc de l'œuf, qui permet en fait de pouvoir s'étaler et voir jusqu'où il est de ma responsabilité d'agir. Et je pense qu'en fait, plus on a conscience de qui on est, plus on a conscience de la capacité d'action et plus on se rend compte que l'on prend sa place dans le monde. On a chacun une capacité, de destruction et de construction. Et si certains, Mmh. nous démontrent hélas, la possibilité de destruction qu'une personne est capable de faire, il faut justement répondre à ça par une vraie capacité de construction et créer des armes de construction massive. Et ces armes de Ouais. construction massive, c'est par des possibilités de co-action, de co-élaboration, de collaboration qui, doivent aujourd'hui être mises en place par, je pense, d'autres institutions même que le politique. Moi qui travaille beaucoup avec des organes diplomatiques, je vois combien est-ce qu'elles peuvent pas se permettre de. Et par Oui, exemple, tout à au fait. niveau de Mmh. l'UNESCO, j'ai la possibilité de pouvoir, parce que je ne suis pas fondée, je n'ai pas de soutien financier de l'UNESCO, de pouvoir mettre ma capacité de casquette d'ambassadrice UNESCO de côté en me disant, bon, ben, moi, je vais maintenant travailler sur la question de l'avortement, sur la question des femmes afghanes, sur la question qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est en lien direct au niveau diplomatique, parce qu'on a des freins qui aujourd'hui, en termes justement de coélaboration, ne peuvent plus être, si on veut vraiment être dans une action Mmh. réparatrice du monde. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as alors j'ai envie de dire une pièce de théâtre, mais une œuvre particulière qui fait écho en toi quand on parle de l'action, quand on parle d'agir, qui peut inspirer aussi, qui peut être, motivante ou juste pour toi en tout cas? Alors, moi, j'ai bien sûr des classiques hein, auxquels je pense sur cette notion d'action. Les classiques, ça va être un livre de William Ury, URY, qui s'appelle Savoir dire non, comment refuser sans offenser. C'est-à-dire en fait réaliser, et je préfère le titre en anglais, The Positive No, c'est-à-dire comment est-ce que ce que je pense freiner l'action par un non va au contraire enclencher un cercle vertueux par rapport à la dignité qu'on peut avoir pour soi dans la relation à l'autre. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre dans les mains de plusieurs personnes qui ont encore beaucoup de problèmes au niveau professionnel à dire non et se Mmh, laissent manger par les manipulateurs qui savent mmh. très très bien, eux, dire oui ou dire non. Donc, là, je pense que c'est une œuvre qui sera très utile et que je considère comme étant un petit manuel de survie dans un cadre professionnel. Surtout vis-à-vis de l'apprentissage que vous allez y retrouver autour des stratégies de contournement, des comportements d'obstruction, passivité, agressivité et manipulation. Ouais, tout à fait et c'est un vrai sujet aussi, hein, parce que, en plus toi, tu le vois dans le monde professionnel, tu es lié à tout ça et c'est vrai au à la fois l'affirmation de soi, à la fois je pouvoir, se positionner face à différents, comportements, en entreprise, quoi. C'est Bah, pas simple. à Mmh. l'UNESCO, moi j'ai développé, bien sûr, j'en ai parlé là, tout ce qui va toucher à art et dignité humaine, art et droits humains. Mais la deuxième thématique que j'ai développée en termes d'expertise, c'est vraiment la question des droits des femmes. Je suis en charge de la Journée internationale des droits des femmes à l'UNESCO. Et d'ailleurs, toutes les vidéos, toutes les interventions sont sur le site. Et moi, ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est de voir des femmes qui sont à des niveaux de décision profonds, qui sont dans des boards, se poser des questions vis-à-vis non seulement de leur légitimité, mais de leur façon Ouais, de présenter la chose. Et on dit toujours les femmes se vendent pour ce qu'elles savent faire et les hommes se vendent pour ce qu'ils peuvent faire. Il y a toujours ce ouais. travail de rapport aussi assez inégalitaire de
Comment est-ce que la femme se positionne? Comment est-ce qu'elle doit encore faire ses preuves? Comment les quotas, quelquefois, jouent contre elle? Et ça, c'est une réalité. Donc quand je parlais de manipulation, passivité, d'agressivité, si, j'en si je fais référence en particulier sur une population féminine, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Et ton travail contribue justement à modifier tout ça, en tout cas, apporter une nouvelle perspective, à faire réfléchir, et cetera. Donc merci pour tout ça aussi, Gila. C'est Avec important de grand le souligner. plaisir. Au contraire, c'est Ouais. avec grand plaisir et puis c'est, tu vois, des possibilités d'échange comme celle que tu m'offres aujourd'hui au travers du podcast, elles agissent, qu'on peut justement faire écho à cette parole-là et faire avancer les choses. Et ensuite, bien sûr, que les personnes puissent choisir de faire appel à moi en tant que coach, ou même pas de coach, mais juste puissent prendre conscience de cette capacité de construction qu'elles peuvent avoir et cette capacité salvatrice de l'action. Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, une action, c'est pas seulement une possibilité de transformation ou de modification d'un environnement extérieur, c'est que par l'action, on est transformé soi-même. C'est ça là aussi ce que nous apprend la psychologie positive, c'est que le chemin déjà fait partie de ce rapport au bonheur. C'est pas une fin en soi. Donc l'action, c'est pas tant le fait de réussir à trouver un produit transformé, c'est comment est-ce que moi, dans ma façon d'entreprendre entre la prise de décision et la réalisation terrain, comment est-ce que moi-même dans ce chemin-là, je vais réussir à vivre cette transformation de l'intérieur. Tout à fait. Mais je en fait, je mange tes paroles, donc du coup, j'ai un petit temps de mais c'est bien, c'est voilà, j'espère que les auditeurs et auditrices auront le même, mais oui, oui, ça fait réfléchir et c'est vrai que ça c'est une construction et comme on dit, il faut prendre le temps de tout, enfin voilà, de prendre la notion aussi de l'action, de ce qu'on est en train de mener, de voilà, ça passe par plein, plein de chemins en fait d'agir et de mettre en place des choses. Oui, et puis encore une fois, l'idée de mettre en place, c'est pas des choses qui doivent être très compliquées. Vous avez des personnes qui Ouais. vont du jour au lendemain devenir végétariennes, du jour au lendemain changer de vie ou vouloir quitter leur travail. Ça demande pas tant de radicalité. Beaucoup de personnes pensent que Mmh. l'action égale radicalité dans leur façon de pouvoir se positionner, alors que les plus profondes, les actions les plus salvatrices, les plus transformatrices, c'est l'action de l'eau sur le galet. Je ne vais pas vous refaire ce que vous connaissez déjà en termes de rapport au zen, Mmh. mais rappelez-vous que goutte après goutte, il y a cette capacité de l'eau qui réussit à pourfendre ce galet, à faire ce trou de cette matière si dure que peut être la pierre. Et c'est ce qu'on appelle les petites actions pas à pas. C'est comment je transforme petit à petit une habitude, comment est-ce que j'arrive pas à pas à faire en sorte que je me détache de ce que je pouvais penser être absolument impensable dans ma façon de dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Donc moi, je pense beaucoup à l'importance de ces petits pas, ces petites actions qui en fait sont là pour une transformation plus durable, plutôt que de faire table rase et tout d'un coup, Mmh. voilà, de se réveiller avec des rêves de changement du monde. Le changement du monde, c'est quelque chose qui se fait seconde après seconde. Ouais, je te suis totalement. J'ai une dernière question avant de nous quitter, là. Est-ce que toi aussi tu as une femme qui t'inspire, qui t'a donné aussi, envie d'agir peut-être à un moment ou en ce moment et ça serait qui et pourquoi? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de rôles modèles. C'est des femmes qui me permettent de pouvoir rêver, de pouvoir avoir envie de faire changer les choses. Euh, Bien sûr, je pourrais parler de Shirin Ebadi, qui est cette prix Nobel iranienne, qui est au niveau juridique, qui a pu Mmh. risquer sa vie à de nombreuses reprises dans sa capacité à pouvoir dire non au gouvernement. Ça, c'est une des femmes qui est pour moi une des plus grandes inspirations. Bien entendu, il y a des femmes aussi comme, celle, qui vient d'être nommée, prix Nobel, d'économie, qui a une Oui, façon tout à fait. aussi de pouvoir, proposer une relecture de l'économie, d'un point de vue féministe
et qui va venir rebattre les cartes vis-à-vis d'une capacité que la femme peut avoir vis-à-vis du rôle qu'elle a à jouer aussi dans le monde du business. Euh, et puis, je pense à la première femme pompier, par exemple, qui Mmh. mérite en France de pouvoir être citée et qui a tellement de courage dans sa façon de se positionner. Et puis, bien entendu, en termes de rôle modèle, ben, je pense aux femmes que je croise et qui sont caissières, qui sont infirmières, qui sont des femmes Mmh. d'une patience incroyable et qui acceptent justement ben, de faire, à- à- voilà, tout comme moi, de pouvoir être au service d'eux. J'aime beaucoup ces personnes-là qui sont au service d'eux. Alors, j'ai cité bien sûr des femmes en termes d'inspiration, et des hommes aussi, bien sûr, qui me viennent à l'esprit. Et c'est vrai que je trouve que toute personne qui a compris l'intérêt qu'il peut y avoir à se destiner à pouvoir aider, Ouais. pour moi, est vraiment absolument voilà, incroyable dans sa compréhension de l'action. Parce que Mmh. c'est ça, l'action, elle ne vaut que par rapport à ce que l'on peut proposer pour que l'autre aille mieux, tout simplement. Parce qu'en faisant ça, on va beaucoup mieux. Très égoïste, hein. Ouais. Croyez pas que c'est l'altérité absolue. C'est juste parce qu'en fait, l'altérité fait du bien, fait Ouais, drôlement bien du sûr. bien. Et ça qui est Mmh. incroyable. Et quand on comprend ça, c'est difficile de ne pas aimer ce, Le faire et le mettre en place, ouais. le mettre en place, c'est vrai. Donc Ouais, voilà, ouais, tout à fait. beaucoup de rôles modèles, beaucoup de coachés aussi qui me touchent. Et Oui. voilà, remercier aussi Sophie qui peut vraiment être un rôle modèle aussi pour moi dans sa capacité à pouvoir diriger de main de maître ce qu'elle fait, cette belle entreprise que peut être Adobe qui, grâce à elle, me permet d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On pense à elle. Merci beaucoup, Gila, pour à la fois, cet échange, d'être revenue, sur ce que tu proposes actuellement, et cette réflexion que tu nous as offerte autour, de l'action merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Merci, Émilie. Merci, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt!